À Alexandrie, au début du 1er siècle avant notre ère, les élites organisaient des fêtes somptueuses, auxquelles les grands inventeurs de l'époque étaient conviés. Parmi eux, une véritable bête de scène nommée Héron. Héron était vraiment un homme de spectacle, quelqu'un qui aimait faire connaître ses travaux, ce qu'il faisait de différentes façons, vraisemblablement. Il organisait notamment des démonstrations lors de réunions très privées, réservées aux membres de l'élite, aux personnes initiées et cultivées. Il fréquentait les salons de la haute société, dans lesquels il présentait les machines et les gadgets qu'il inventait. Plus de 1500 ans avant la fondation de New York, Héron avait trouvé un moyen de faire couler l'eau vers le haut. Or, contrairement aux fontaines que l'on trouve aujourd'hui dans de nombreuses villes modernes, ces réalisations fonctionnaient sans électricité, ni pompe, ni intervention humaine. Comment faisait-il? Pendant 2000 ans, le mystère est resté entier. Richard Windley, le responsable de notre équipe de modélistes, pense l'avoir finalement élucidé. Nous avons ici un récipient en forme de bassine, destiné à recevoir du liquide. Lorsque cette valve est ouverte, l'eau descend du récipient, pour passer aussi vite que le permet le diamètre du tube, dans ce flacon de verre hermétiquement fermé. À mesure que le flacon se remplit, l'air est comprimé et remonte par cet autre tuyau. L'air comprimé arrive alors dans le récipient qui se trouve au-dessus. Cette suite de tuyaux et de récipients forme un système entièrement clos, dont ni l'eau ni l'air ne peuvent s'échapper. Lorsque l'eau arrive, l'air est poussé vers le haut, dans le second vase, exerçant à son tour une pression sur l'eau qui retombe dans la bassine initiale. Je vais donc remplir la bassine, ouvrir la valve et nous allons voir si ça marche vraiment. La fontaine d'Héron défiait littéralement, dit-on, les lois de la gravité. Si Richard Windley ne s'est pas trompé, sa réplique devrait pouvoir fonctionner pendant des heures sans s'arrêter. Je viens d'ouvrir la valve et l'eau est en train de s'écouler depuis le récipient du haut vers celui du bas, aussi vite que le permet le calibre du tuyau. Le flacon commence à se remplir. La pression de l'eau soumise à la gravité comprime l'air qui se trouve dans le récipient du bas. La pression augmente et pousse le liquide vers le haut. Nous devrions bientôt voir jaillir l'eau du robinet qui alimente le bassin supérieur. Et voilà, c'est parti. L'eau devrait normalement gicler dans le bassin, voire un peu plus loin. Voilà, voilà. Le flacon est maintenant presque vide. La pression redescend et le robinet ne coule presque plus. Le public de ce genre de séance allait devenir de plus en plus exigeant, demandant à voir des machines toujours plus étonnantes. Héron lui proposa toute une série de tomates, tandis que certains de ses confrères inventaient l'ancêtre du cinéma moderne. On pense généralement que le cinéma est né avec les premières stars du grand écran, quelques années à peine avant l'apparition de Charlie Chaplin. Peu de gens savent que les origines du 7e art se situent quelques 1600 ans auparavant, en Extrême-Orient. À l'époque des Trois Royaumes, vers le IIIe siècle de notre ère, commencèrent à circuler des récits qui parlaient d'une forme étrange de sorcellerie, de pratiques occultes, donnant naissance à d'effrayantes images animées. Il a fallu attendre le XVIe siècle pour que des missionnaires jésuites fassent connaître en Occident le remarquable état d'avancement de la recherche scientifique en Chine. Il est fait allusion à plusieurs reprises à des appareils à effet optique. Nous sommes aujourd'hui habitués au cinéma, aux projections sur grand écran, à la télévision. Le théâtre d'ombre inventé par les Chinois s'adressait à un public nombreux, à une foule de spectateurs réunis pour l'occasion. Richard Windley pense avoir découvert le mystérieux instrument capable de produire de telles images. Une lanterne magique d'un type très ancien. Le cadre est fait en bambou et les parois sont en parchemin, tendues sur les baguettes. Et nous avons ici une sorte de petit ventilateur ou de turbine, si vous préférez.
Une chandelle était vraisemblablement placée à l'intérieur de la lanterne et produisait ainsi de l'air chaud, qui en montant faisait tourner cette roue. Nous allons mettre 4 chandelles à l'intérieur de notre lanterne. La petite pointe que l'on voit au centre sert à poser la roue sur son axe. C'est une sorte d'aiguille qui vient s'insérer dans un petit trou et permet à l'ensemble de tourner avec un minimum de friction. Cet appareil très simple permettait de recréer des scènes illustrant aussi bien les comédies que les épopées les plus populaires de l'époque. Il n'aura manqué que la lentille optique aux illusionnistes de la Chine ancienne pour inventer le projecteur. S'ils avaient découvert l'objectif, le cinéma aurait vu le jour 2000 ans plus tôt. Et l'univers d'Hollywood en aurait été transformé. 5000 ans avant l'invention de la lanterne magique par les Chinois, une autre découverte avait déjà modifié le cours de l'histoire. Une carte du ciel, reproduite au sol, qui avait marqué le début de l'ère des grandes métropoles. New York est une mégapole dans tous les sens du terme. Chaque jour, 1 million de personnes se rendent à Manhattan. Les marchés boursiers de la ville voient passer quelques 65 milliards de dollars. Et plus de 100 000 touristes viennent s'extasier devant ces trésors aux multiples facettes. Toute cette activité frénétique s'arrêterait instantanément si l'homme perdait soudain la maîtrise d'une technique simple, la capacité de dire l'heure. On constate qu'à partir du 4e millénaire avant notre ère, l'homme est saisi d'une véritable obsession qui le pousse à diviser le jour en unités de plus en plus petites. Manifestement, il y a quelque chose en nous qui nous pousse à découper le temps en morceaux. Dans toutes les sociétés, le progrès technologique s'est accompagné d'une évolution constante des appareils destinés à mesurer le temps. Des cadrans solaires chinois au clepsydre médiéval du Moyen-Orient, la mesure du temps est une constante de toute civilisation. Vous avez des horloges dans toutes les villes. Elles sont au cœur des villes modernes, comme elles étaient au cœur des villes antiques. Les premiers instruments de mesure du temps n'égrenaient pas les heures, mais les jours, les mois, voire les années. Il s'agissait en fait de calendriers. La récente découverte des vestiges d'un calendrier monumental de près de 70 mètres de diamètre prouve que nos lointains ancêtres savaient déjà se servir des planètes pour mesurer le temps avec une précision jusqu'alors insoupçonnée. Cette découverte a été faite par l'archéologue Andreas North lors du survol d'une région très rurale de l'Est de l'Allemagne. Cet enclos a été découvert grâce à des photos aériennes qui faisaient apparaître des différences de couleurs à la surface de la Terre. On distinguait le fossé, mais rien d'autre. Les photos ont révélé une série de marquages énigmatiques. Les fouilles ont permis de mettre au jour les restes d'un site habité et d'un étonnant monument circulaire. Cette découverte a provoqué une véritable onde de choc dans le petit monde de l'archéologie. Ce site serait en effet antérieur de 2000 ans à la Grande Pyramide d'Égypte et de près de 7000 ans à la fondation de New York. Connu sous le nom de cercle de Gossec, ce serait le premier instrument de mesure du temps de l'histoire de l'humanité. Tout comme les New-Yorkais se réunissent chaque année sur Times Square pour célébrer le passage à la nouvelle année, les hommes du néolithique devaient se retrouver ici lors de rituels destinés à marquer le jour le plus long de l'année. Ce monument était associé à la mort, peut-être au passé. En tout cas, à mon avis, il était manifestement lié à la notion de fertilité, puisqu'il est en relation avec le soleil et que le soleil apporte la vie chaque jour et que le cycle se répète chaque année. Il a fallu plusieurs années à Andreas et à ses collaborateurs pour reconstituer le cercle de Gossec. Quelques 2000 pieux ont été enfoncés dans le sol pour recréer le calendrier sacré tel qu'il devait se présenter au 5e millénaire avant notre ère. Une structure dont l'alignement reflète avec une étonnante précision les points de lever et de coucher du soleil.
Chaque passage dans la palissade correspond à une référence astronomique. Ces intervalles, par exemple, sont alignés sur le solstice d'hiver, c'est-à-dire sur le moment où le jour est le plus court et la nuit la plus longue. Au nord, les ouvertures sont orientées vers le solstice d'été, lorsque le jour est le plus long et la nuit la plus courte. Les portes sud-ouest et sud-est sont situées sur un arc formant un angle de 100 degrés. Le jour le plus court de l'année, elles marquent très exactement les endroits où le soleil se lève et se couche, indiquant ainsi aux hommes de l'époque qu'une année solaire s'est écoulée. La maîtrise de la mesure du temps incita ensuite les êtres humains à synchroniser leurs activités et à constituer des centres de peuplement toujours plus vastes. Ce site est d'une grande importance, car c'est, à notre connaissance, le premier lieu de culte d'une société plus large. Nul ne sait comment vivaient les habitants de Gossec, mais ce calendrier géant devait certainement être au centre de leurs activités et avoir un caractère sacré. En leur permettant de marquer les cycles des récoltes ou la durée des guerres et des expéditions, il ouvrait la voie à la ville. Qui plus est, la découverte du site de Gossec a permis de formuler de nouvelles hypothèses. À une quarantaine de kilomètres au nord, dans la forêt de Ziegelroda, des fouilles ont révélé que les connaissances en astronomie des habitants de la région ont continué de progresser pour atteindre un niveau étonnant.